On voit apparaître dans la littérature scientifique de plus en plus d'études qui corrèlent les troubles de l'alimentation, l'anxiété, la dépression à l'alimentation. Aujourd'hui, j'ai invité Sophie Roland, neuroscientifique, spécialiste de la santé métabolique, à nous parler de son parcours et de celui de ses enfants et des changements alimentaires qui ont littéralement transformé leur vie. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et je reçois ici des experts, mais également des gens comme toi et moi, pour partager leur parcours de santé. Bonne écoute! Bonjour Sophie! Bonjour Sophie! Ça fait Alors, drôle, Sophie, ça fait Sophie. drôle, hein? La toute première question de ce podcast, c'est toujours de savoir qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Ah, quelle excellente question. Je suis neuroscientifique de formation, puis ça peut avoir l'air étrange que j'évolue dans le monde de la santé métabolique, mais dans mon quotidien, je fais beaucoup de choses. Donc, en fait, je suis conférencière, donc j'ai toujours une présentation à peaufiner. J'écris des livres, alors souvent, on est dans la rédaction, la correction et l'élaboration du prochain parce que c'est toujours en train de cogiter. Mais plus pratico-pratique, je fais du coaching pour les gens qui veulent changer leur habitude de vie, dont l'alimentation fait partie, dans l'objectif d'améliorer leur santé métabolique, perdre du poids, améliorer leur glycémie, réduire leur tension artérielle et même dans un processus d'avoir des bébés pour les gens, les femmes qui ont c'est vraiment les ovaires polykystiques, hein, qui est comme une hyperinsulinémie chronique qui empêche la maturation des ovocytes de façon à ce qu'ils puissent être fécondés. Donc, bon, voilà, j'accompagne des gens dans ces changements-là qui sont pas toujours faciles parce qu'ils touchent les fondements même du quotidien. C'est clair. Et alors, du coup, c'est hyper étonnant parce que comment est-ce que de neuroscientifique de formation, tu te retrouves à accompagner les gens sur leur changement d'alimentation? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui, dans ton parcours, a fait qu'à un moment donné, tu as bifurqué vers les habitudes de vie, le mode de vie, l'alimentation? Je dirais que c'est moi qui a été le moteur de ce changement-là. C'est une deuxième carrière, hein, les neurosciences. Moi, j'ai fait mes études neurologiques dans la faculté de médecine de l'Université de Montréal de l'âge de 35 ans à 45 ans. C'est vraiment une deuxième carrière. Puis à ce moment-là, moi, j'avais 4 enfants, dont 3 garçons avec un trouble de déficit de l'attention. Donc, ça a été des études rock and roll, J'imagine. vraiment. Vraiment, ça a été, surtout les dernières années, je te dirais, là, 10 ans aux études avec quand je suis retournée aux études, mon bébé avait 4 mois, je l'allaitais à temps plein. Donc, ça a été extrêmement stratégiquement condensé, structuré, ordonné. C'est J'avais clair. un horaire de premier ministre au quart de tour que je ne pouvais pas déroger du tout. Et les dernières années ont été très difficiles. À travers ça, ma maman est décédée. On a eu comme plusieurs tuiles et je persévérais tout le temps, mais avec le spectre de je vais-tu finir par finir parce que c'était lourd. J'ai terminé mes études avec la médication pour des affects dépressifs, puis pour de l'anxiété, des anxiolytiques. Puis quand on était vraiment dans le dernier droit de mes études, on avait prévu, mon mari et moi, que je peux prendre une sabbatique de 6 mois pour juste comme décanter ces 10 dernières années-là. Puis quand j'arrivais à la fin, je voyais la fin de mes études comme arriver à Walt Disney. Parce que je me disais, ah wow, enfin, ça va être terminé, je vais être fière, ça va être derrière moi, ça va être génial, je vais avoir le temps de cuisiner, je vais avoir le temps de faire du lavage et du ménage, hein, quand on espère avoir le temps pour ça. Les choses anodines de la vie, en fait. Puis, et quand j'ai remis mon mémoire,
Je suis pas arrivée à Walt Disney du tout. J'étais arrivée en enfer. J'étais complètement à terre, plus d'énergie, plus de la petite lumière dans les yeux. J'avais de la difficulté à m'organiser dans ma journée. J'avais même pas envie de faire quoi que ce soit. J'étais assise dans le canapé à regarder le coin du mur. J'étais complètement décompensée. Puis je me comprenais pas de pas être à Walt Disney puis d'être aussi à terre que ça. Et mon beau-frère, qui faisait l'alimentation cétogène depuis déjà plusieurs mois, puis qu'à chaque fois qu'il nous en parlait, je roulais des yeux parce que ça me tentait pas de m'obstiner. Je trouvais que ça avait aucun bon sens. En 10 ans d'études sur le cerveau, on dit que le cerveau carbure au sucre, donc au glucose. Ça avait juste comme ça tenait pas la route. Puis je me disais, ah, c'est une lubie, blablabla. Mais cette fois-là, dans une fête de famille où il me restait plus de small talk, qu'il me restait plus de marge pour faire «Ah, allô, comment ça me va?» Puis non, ça me tentait pas du tout. Je faisais des allers-retours à la salle de bain pour pleurer, je m'épongeais de l'eau pour pas que ça paraisse. Mon beau-frère, un peu perspicace, qui remarque le scénario, il vient me voir puis il me dit Mais pourquoi tu le laissais pas? C'est juste de la nourriture. Et comme, t'as quoi à perdre? Tu le fais, ça marche. Tu le laissais, ça marche pas, t'arrêtes, c'est tout. Il y a pas d'engagement, il y a rien de compliqué. C'est juste changer ton alimentation. Et c'est vraiment cette phrase-là qui a été le déclic de cette ouverture-là. Puis dès la soirée même, je revenais, puis je suis neuroscientifique, hein. Alors, je suis une scientifique dans l'âme. Je lis des études scientifiques tous les jours, chaque jour, tous les jours. Et là, ce soir-là, mon moteur de recherche, c'était troubles anxieux, troubles de l'humeur avec l'alimentation cétogène. J'ai trouvé plein de trucs intéressants, plein de rapports, de cas qui montraient des avantages positifs. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Et là, je suis vraiment tombée dans la marmite. J'ai commencé, je peux plus m'empêcher de lire. Puis, en changeant mon alimentation et celle de mon conjoint, parce qu'on a commencé les deux en même temps, euh, on a vu toutes les deux des changements rapides, extrêmement rapides, au-delà de nos espérances. Puis au départ, moi, ma perte de poids était pas. J'ai perdu 80 livres quand même C'est avec énorme. l'acéto, là. Je peux pas le cacher. Puis ça a été un moteur de motivation, c'est certain. Mais au départ, ma perte de poids était pas rapide. C'est pas ça mon premier, c'est pas ça qui a fait en sorte que j'ai continué. C'est vraiment le fait que j'avais plus de marge, j'avais plus de patience, j'avais plus de vitalité à pouvoir entreprendre quelque chose, de dire, OK, aujourd'hui, je fais le ménage de ce placard-là en question, puis j'étais capable de le faire pendant 4 heures, puis me mobiliser, puis d'avoir encore cette énergie-là. Puis mon conjoint, qui est l'heureux c'est le géniteur de mes enfants qui a donné gentiment son TDA à mes garçons. Mais lui, il a vu cette clarté-là, puis une diminution significative de ces symptômes de troubles de déficit de l'attention. C'était ça la révélation, c'était ça le light bulb, là, qu'est-ce qui a fait que ça a Ouais, allumé l'étincelle. l'étincelle exacte. Puis rapidement, là, après un mois, on changeait l'alimentation de mes garçons à cause de ça. Et là, ben évidemment, j'étais sur plein de groupes. Je répondais, puis probablement que je répondais d'une façon adéquate. Puis on m'a recruté dans une clinique de renversement des maladies métaboliques. Puis c'est comme ça que je suis passée comme de neuroscientifique à directrice clinique d'un programme de renversement des maladies métaboliques liées au style de vie. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui t'a touché personnellement dans ta chair. Exact. Et Oui, oui, c'est ça oui. qui est énorme, c'est parce que je me rends quand même compte que les gens qui font les métiers qu'on fait le font généralement parce qu'ils ont découvert, ils ont compris quelque chose par leur expérience propre. Et du coup, toi, ça a été quoi le truc, l'apprentissage que tu as fait quand tu as lu ces études, que tu as commencé à t'intéresser à tout ça, où tu t'es dit, non mais
c'est pas le glucose qui nourrit le cerveau, ça va plus loin que ça, c'est plus compliqué. C'est quoi la révélation quelque part que tu as eue quand tu as commencé à lire tous ces papiers et qui a fait remettre en cause ce que tu pensais savoir, toi, neuroscientifique, sur le fonctionnement du cerveau? Ah, mais et tu vois, c'est pas vraiment dans les papiers. Parce que les papiers scientifiques, ce que ça me disait, c'était que ce que je ressentais, c'était physiologique. Ça faisait juste confirmer que c'était pas juste un nouveau régime. Moi, là, l'apprentissage ou la révélation vraiment révélatrice, là, ou le point tournant, que moi, évidemment, on prend pas 80 livres, je dirais 40 kilos, peut-être, là, Oui, pour 40 tes kilos, c'est ça. auditeurs, à peu près 40 kilos. Tu prends pas 40 kilos dans la vie à manger du kale et du saumon jusqu'à quand tu as faim. Évidemment, tu utilises la nourriture euh, pour te récompenser, pour apaiser, pour enlever des sentiments qui sont négatifs à l'intérieur ou qui sont dérangeants. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut utiliser la nourriture. Puis évidemment, quand tu prends 40 kilos de surpoids ou d'obésité, c'est parce que tu te sers beaucoup, beaucoup de la nourriture comme élément de compensation. Et j'étais au régime toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait le yo-yo. Toute ma vie, j'ai pris et perdu du poids. J'avais un genre de poids, un poids critique là, auquel quand j'arrivais à ce poids-là, là, je partais un régime ou une diète, là, peu importe, là, je les ai toutes faites, là, je les ai toutes essayées. Puis là, je perdais du poids, puis à un moment donné, peut-être que la communauté française comprendra pas l'expression, mais je pognais la popérite. Puis pas pire. Je me Ah, trouvais pas pire. Je me trouvais mieux. J'arrêtais. Là, j'arrêtais, puis là, je surfais un petit peu sur ce bien-être partiel-là. Puis là, il arrivait une autre tuile, un autre truc. Là, je recommençais à reprendre du poids jusqu'à une certaine limite. Puis là, ça recommençait toujours encore et encore. Et quand on a commencé à changer notre alimentation, euh, un, puis peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais pour mes enfants avec leur déficit de l'attention, ça, c'était le point, c'est la fierté de ma vie. Fait que je reviendrai, mais je restais sur moi 30 secondes. C'est que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas au régime. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas privée, je n'avais pas faim. Pour la première fois de ma vie, quand j'allais au resto avec la famille, avec les copains, quand je regardais dans l'assiette des gens qui commandaient des trucs avec beaucoup, beaucoup de glucides, des pâtes, des lasagnes, des pizzas et tout ça, avant, là, quand j'étais au régime, je regardais ça avec l'envie, avec la frustration, avec le pourquoi moi je peux pas manger ça, pourquoi moi ça me fait grossir, avec frustré contre moi de me dire pourquoi t'es pas capable de manger juste une portion puis pas déraper pour reprendre 30, 40, 50 livres, puis beaucoup, beaucoup de honte et beaucoup de de culpabilité. culpabilité. Voilà. Et j'allais au resto, je regardais dans l'assiette des gens et je trouvais ça inintéressant. Je préférais de loin mon steak avec mes brocolis, mon beurre. Je trouvais ça délicieux. J'avais vraiment changé fondamentalement dans ma mentalité et j'ai arrêté de dire, ah, ça, je peux pas. Ah, Oui. ça, je peux pas. Ah, non, ça, je peux pas. Ah, non, Puis là, c'était, ça, je veux pas. Ça, je veux pas manger ça. Ça me tente pas de manger ça. Ah, non, que ça me tente vraiment. Ouais, mais alors c'est clair. Moi, je le vois beaucoup chez les gens que j'accompagne. C'est une fois qu'on a compris ce que les aliments impliquent comme processus physiologique derrière, on se sent plus privé, on a juste plus envie d'y toucher en fait. Et c'est énorme. C'est énorme. Exact. Oui, Et c'est l'autre truc aussi, énorme. c'est, et ça je le dis souvent à des gens qui sont en coaching, qui ont tendance à être un peu découragés parce que leur poids baisse pas aussi vite qu'elles voudraient, etc. Et je leur dis, mais rends-toi compte, pour la première fois de ta vie, tu perds du poids sans avoir faim. Oui, mais C'est incroyable. je vais ajouter quelque chose que souvent moi j'utilise en coaching parce que
les gens qui commencent la phyto, souvent la première motivation, c'est la perte de poids. Oui. Puis ce qui les amène à la phyto, c'est les pertes de poids Mm. spectaculaires. Et j'imagine que tu vas être d'accord avec moi. J'ai fait on a calculé une fois, Evelyne Bourdoirois et moi, qui travaillons ensemble depuis 2019. C'est ma moitié professionnelle, on est des amis dans la vie. On essaie de calculer le nombre de coachings que j'avais fait, puis c'est des chiffres astronomiques comme entre 8 et 10 000. Là. C'est fou, c'est vraiment fou le nombre de coachings que j'ai fait. Donc, tu sais, je suis capable de tirer la loi des nombres et de la moyenne me permet de tirer des Tout à fait. conclusions. Puis, peu importe la raison pour laquelle les gens viennent avec moi en consultation, que ça soit améliorer les glycémies, améliorer la pression artérielle, diminuer les douleurs qui sont en rapport avec l'inflammation ou l'arthrite, l'arthrose, la fibromyalgie, la fatigue, le brouillard mental, avoir des bébés, peu importe, il y a toujours une motivation de perte de poids. Puis, les gens qui s'exposent sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui exposent des pertes de poids spectaculaires qui souvent ont l'air romancées. Quand quelqu'un me dit qu'il a perdu 50 livres en 6 semaines, et c'est pas ce que je vois, moi, dans ma pratique depuis 2019. Il y a des pertes Et de c'est pas poids, forcément ce qui est souhaitable. mais non, exactement. Mais des fois, ça arrive, là, une fois de temps en temps, là, ça arrive surtout chez les gens qui avaient une alimentation très malbouffe, resto, chaque repas avec. Mais les gens qui, globalement, mangeaient bien, selon les recommandations standards, hein, que c'était juste trop de glucides par rapport à leur métabolisme. Mais les gens, ça fait des pertes de poids plus, très normales, normalisées. Puis même encore là, des pertes de poids qui sont irrégulières. Et pour ajouter à, tu disais, oui, mais tu perds du poids sans avoir faim. Mais oui, Moi, là, des fois, le succès est dans le fait de ne pas prendre du poids. Parce que avant, à chaque semaine, c'est une petite prise sur la balance. Et là, depuis 2, 3 semaines, on a stabilisé ça. Il n'y a pas eu de perte de poids. Il a même perdu des centimètres au niveau du ventre, au niveau de la taille. C'est majeur comme avancée, mais c'est des petites victoires qu'on mesure pas sur la balance. et les victoires sur l'énergie, le facteur énergie Oui, pour moi, on se sent tout de suite très rapidement beaucoup plus énergique. On a très rapidement, moi je vois les gens que j'accompagne dans les premières semaines, ils ont moins de brouillard mental, ils sont plus énergiques, ils ont souvent un meilleur sommeil, ils sont un peu moins anxieux. Enfin, il y a vraiment des choses très douces qu'on voit apparaître, hein, qui n'ont pas l'air d'être des indicateurs clés, parce qu'effectivement, les gens qui arrivent à la réduction des glucides, ils y arrivent généralement par la petite lorgnette de la perte de poids. Mais ces indicateurs-là, c'est des bénéfices déjà qui disent on va dans le bon oui, sens, tu vas mieux. Et en plus, ce sont des bénéfices inestimables. Moi, je vois, j'ai des gens qui ont pu arrêter exact. les machines pour l'apnée du sommeil. J'ai des gens qui ont arrêté des traitements pour l'hypertension. Enfin, il n'y a pas que la perte de poids, il y a toute une réparation métabolique derrière. Et les premiers signes, ils sont très rapides à arriver, en fait. Ah oui, absolument. Absolument. Et du coup, pour rebondir sur tes enfants avec leurs troubles de l'attention, Ah! et pour rebondir sur les troubles de l'attention, parce que Oui, globalement, c'est une problématique qui me tient quand même beaucoup à cœur, et j'ai beaucoup aimé des publications que tu as faites en ce sens. Euh, Est-ce qu'on peut tout de suite dire que arrêter de donner du sucre à des enfants qui ont des TDAH, c'est une très bonne décision? ah oui. Mais je vais l'amener encore plus d'une façon plus générale. Tu sais, souvent, les gens ou la croyance populaire, c'est que le sucre, ça excite les enfants, Mais hein? oui, bien sûr. Et moi, et moi, quand on me disait, oh mon Dieu, c'est le sucre, ça excite les enfants, avant, là, dans ma vie d'avant, je disais, ah, moi, les miens, ça change rien. Hein. Moi, que je leur donne du sucre ou pas, ça change rien parce que il y avait beaucoup de méconnaissances sur ce que c'est le sucre en tant que tel. Et effectivement, quand je leur donnais des bonbons en soirée, ils étaient pas plus excités, ils étaient tout autant
en fait, qui était déjà saturée, puis que je m'en rendais juste pas compte. Puis, quand on a changé leur alimentation, je, je vous le dis, là, ça a été... tu sais, une maman de TDA, je sais pas s'il y a des mamans qui m'entendent et qui vont dire, Oh my God, c'est comme ça chez moi. Mais moi, j'ai un conjoint qui travaillait au centre-ville et qui devait prendre du transport en commun parce que sinon, le trafic est juste infernal. De notre banlieue au centre-ville, on perdait avant COVID, on perdait facilement entre 1h30 et 2 heures par aller et 1h30 à 2 heures par retour, ce qui fait 3 à 4 heures par jour de Ouais, voyagement, ce qui est tout inhumain, à fait. complètement inhumain, ce qui faisait en sorte que moi, j'étais seule chaque matin, tous les matins. Et puis, un enfant qui a un trouble de déficit de l'attention, ça se réveille avec, hein. Donc, ça, c'est la médication, elle n'est pas encore efficace. Je connais des gens qui vont leur donner dans le lit. C'est fou, là, pour essayer de se donner une petite marge. Mais un enfant qui a un trouble de déficit de l'attention, là, même s'il est en troisième année, puis que chaque matin, tous les matins de la vie, là, il doit se lever, il doit s'habiller, il doit venir déjeuner, brosser ses dents, ramasser son sac d'école. Ces 5 petites consignes-là qu'on fait chaque jour, tous les jours, c'est pas acquis. Donc, on doit toujours dire, va t'habiller, t'as encore oublié de t'habiller, va t'habiller, manger, reste assis, ah, OK, OK, arrête de faire, va, toujours, puis on est toujours dans la Et répétition. toi, t'en avais J'en trois? avais 3 qui étaient Toi, t'en avais assis, trois? oui, puis c'était quand ils partaient pour l'école, là, quand ils embarquaient dans l'autobus, parce qu'on avait réussi ce tour de magie phénoménal, là, d'acrobatie pour qu'ils puissent prendre le bus à la bonne heure, là. Quand ils embarquaient dans l'autobus, j'étais dans soit deux états. Un état de colère à me faire pleurer parce que tellement que j'avais pris tout mon peu d'énergie que j'avais à les faire converger dans la bonne direction en comprenant pas qu'ils comprenaient pas et ou en pleurant parce que je me trouvais une mauvaise mère de pas être enveloppante, enrobante, aimante, que j'étais juste comme dans fais ceci, sinon il va arriver cela. Puis là, toujours comme dans les directives, dans les poussées, dans tous les cas, je m'en voulais. Mais j'étais toujours en train d'être soit rouge de colère ou en train de pleurer de colère ou de tristesse. Mais chaque matin, tous les matins, c'était dans cet état-là que mes enfants me laissaient quand ils partaient. Et rapidement, quand on a changé leur alimentation, je vous le dis, je vous le jure, moi, c'était ça, c'est ce de le quoi je suis le plus fière dans ma vie, c'est que en moins de 3 semaines, le calme était revenu j'en parle avec l'émotion. Le calme était revenu dans ma maison. Mes enfants arrivaient à la table pour déjeuner, ils étaient habillés, ils s'assoyaient, ils s'assoyaient là, puis on écoutait de la musique. L'état était léger, amical, amoureux, familial. Mes enfants mangeaient. Il était prêt avant l'heure du bus. Il partait, puis mon mari m'appelait, puis là, il avait découvert une autre femme parce que j'étais pas en train de pleurer ou en train d'être en colère ou en train d'être un petit mélange des deux. Et rapidement, on a commencé à diminuer les psychostimulants. Je suis neuroscientifique, moi, hein. Je sais exactement c'est quoi la molécule, je sais exactement ce que ça fait. Dès la première journée, bien avant de connaître l'alimentation cétogène, quand le pédiatre a prescrit ça à mes enfants, à mon fils le plus vieux en tout premier, j'étais contre cette médication-là parce que il n'y a pas d'études à long terme qui nous dit qu'est-ce que ça fait de prendre des psychostimulants qui augmentent la dopamine dans le circuit de la récompense et dans le lobe frontal chez les enfants sur 10 ans, 15 ans. Il n'y en a pas de ça. Est-ce que ça va générer plus de dépression? Est-ce que ça va générer plus de problématiques dans la gestion des émotions, dans les
processus décisionnel de résoudre des situations compliquées. Est-ce qu'on le sait? Non, non, non. Dans l'addiction, parce que On l'addiction ne aussi, c'est le une vraie sait pas problématique. absolument. Donc, j'étais contre. Et à cette époque-là, le pédiatre m'avait dit, si votre enfant souffrait de diabète, là, vous ne vous poseriez pas la question pour lui donner la médication ou pas. Mais la TDA, c'est une maladie comme le diabète. Et elle ne croyait pas si bien dire, c'est juste que j'avais pas tous les données à Mais exactement, l'époque. c'est incroyable parce que le diabète aujourd'hui, on peut l'inverser en modifiant son alimentation. Incroyable. Voilà, voilà, mais on a renversé le déficit d'attention de mes enfants en changeant leur alimentation et rapidement, en quelques mois, ils n'ont toujours pas de médication, ils ne prennent plus de psychostimulants depuis 2018 et ça, c'est ma plus grande fierté. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est vrai que moi, alors c'est très difficile, je ne sais pas si ça t'arrive à toi, mais quand tu as des gens que tu connais et qui sont dans une situation un peu compliquée, alors toi, tu es un peu plus légitime que moi parce que tu es neuroscientifique. Moi, je suis ni médecin ni neuroscientifique, donc c'est vrai que quand j'ai des gens autour de moi, de la famille, des amis plus ou moins proches, et que je vois des enfants qui sont en souffrance par rapport à un TDAH, parce que faut quand même pas oublier qu'un gamin qui a des troubles de l'attention, il souffre aussi, hein. Il n'y a pas que les parents qui souffrent, hein. Ah, absolument, Et donc absolument. je vois des enfants en souffrance par rapport à ces troubles-là. Et je vois les parents qui bah, continuent à donner des barres de céréales, des petits déjeuners bien, bien sucrés. Euh, et, et, et je ne sais pas quoi dire, en fait, parce que c'est compliqué d'interférer dans la vie des gens, chacun fait ce qu'il veut. Et puis en plus, ils ont cette croyance que le médecin leur a dit bah, c'est comme ça et maintenant il faut donner un médicament et il n'y a pas d'autre choix. C'est hyper compliqué, c'est hyper frustrant pour moi. Est-ce que tu as des lectures, des livres, des personnes influentes dans le domaine du TDAH que tu pourrais recommander à ces gens qu'on pourrait diffuser peut-être après? Mais moi, s'il y a un livre que je peux recommander, je le mets en lien dans le commentaire là tout de suite sur ce podcast et on fait en sorte que les gens le lisent, tu vois? Ben, il y a évidemment le livre de Perlmutter là, qui dit c'est le glucide qui menace votre cerveau. Tout à fait. Euh, ce- il a été écrit, cependant, il y a quand même beaucoup, quelques années, les références scientifiques ne sont pas très à jour, mais le principe et le concept est là, toutefois. Euh, non, tu vois, ma vaste expérience me vient mon expérience, mon N égale 3 à la maison, mon laboratoire personnel. J'ai accompagné aussi beaucoup de familles en coaching, des gens qui avaient soit lu mon histoire dans Inverser le surpoids et le diabète à l'aide du protocole de Reversa que j'ai écrit en collaboration avec le docteur Bourdieu-Roy, là, qui est sorti en Europe et ici au Québec. Et mon histoire est racontée là-dedans, là, en fait, comment implanter une alimentation réduite en glucides dans la famille. Et bon, j'ai régulièrement des mamans, des papas qui viennent, qui sont conscients de ça, de cette réalité-là. Et c'est certain que même, tu sais, l'alimentation céto est utilisée chez les épileptiques depuis 1920, là. C'est rien de Tout à fait. nouveau, là. Puis, dans le Mais fond, à vrai dire, enfin, je sais pas toi comment tu pratiques le céto avec tes enfants, mais moi personnellement, je pense que déjà juste une alimentation réduite en glucides, hein, sans partir sur des choses très très complexes, déjà juste enlever euh, 90% du sucre, quoi. 90% du sucre. enlever ce qui est transformé, Bah voilà. ben oui, exactement. Mais à la maison, on n'a pas de pain, nous. On n'a pas de pain, puis on n'a pas de pâtes, puis mes enfants, ils vivent très bien avec ça. Puis, à l'Halloween, Pas de pain, pas de pâtes, pas de non, riz, non, non. pas de dessert chocolaté, pas de compote de fruits au Ah, goûter. Enfin, voilà, rien qui est commercialisé. Je n'ai rien à la c'est ça, maison qui arrive dans une boîte ou un c'est sac. ça. Puis,
beaucoup d'enseignements auprès des enfants, d'expliquer pour qu'est-ce que ça fait. Mais tu disais tantôt que les enfants qui ont un TDA souffrent effectivement. Mon dernier, moi, il y a un trouble d'opposition par-dessus son TDA. Et moi, les miens, aucun a un H, donc moi, j'ai pas d'enfants qui grimpent des rideaux. Je fais pas ça. Mais j'avais des enfants qui avaient de la difficulté à rentrer en relation harmonieuse avec les autres en raison de leur impulsivité. Puis mon dernier, moi, il y a un trouble d'opposition. Et ça, là, dans mon défi, j'ai eu 4 enfants. Si j'avais eu mon dernier en premier, peut-être que je n'aurais pas eu d'autres enfants parce qu'un trouble d'opposition chez les enfants, c'est extrêmement souffrant pour un parent parce que c'est des enfants qui sont malheureux. Mon fils, à l'âge de 7 ans, il me disait, moi, j'aurais jamais dû être né Oh là là, quelle horreur. tellement il y avait du malheur dans le cœur, puis j'arrivais pas à comprendre. Puis il était juste malheureux en lui. Changer l'alimentation. Au départ, là, on s'est même pas rendu compte. Quand on a changé l'alimentation, on a vu l'harmonie revenir, la bonne humeur et tout ça, que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Mais j'en ai même oublié qu'est-ce que c'était l'opposition jusqu'à un goûter à l'école où mon fils avait pris une pâte d'ours, qui est un genre de gâteau sucré en sachet individuel qu'on achète et que les parents mettent dans les lunchs ici au Québec, là. D'accord. Mais peu importe, imaginez n'importe quel goûter sucré qu'on peut mettre dans une boîte à lunch. Puis mon fils l'avait pris parce qu'il était tenté, c'est un enfant, hein, c'est normal Et et oui, tout c'est ça. normal. Et là, il est arrivé à la maison, puis il était assis sur le canapé avec la manette pour la télévision, puis il était là, puis il avait comme la rage, puis là, c'est vraiment ça, moi, ça m'a sauté au visage comme, oh my God, que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu ce genre d'événement-là, Ouais. OK? Puis là, j'ai dit, ben mon Dieu, mon amour, qu'est-ce que t'as mangé? Là, il me regarde, hein? Quoi? J'ai rien mangé? Bébé, qu'est-ce que t'as mangé? Pourquoi tu dis ça? Comment ça se fait que tu le sais? Mais est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte comment t'es fâché contre la manette? Puis que parce que juste, ça change pas les postes à la bonne vitesse. Puis tu te rends compte? Il est là, oui. Qu'est-ce que t'as mangé? Il dit, une patte d'ours. En Le quelques bichon. heures, son opposition était Mais oui. revenue. Et là, je lui dis, comment, tu te sens pas bien, hein? Non, puis je comprends pas pourquoi. Puis on a fait beaucoup d'enseignements sur ça. Regarde comment tu te sens, la colère que tu as en toi, que tu t'expliques pas, c'est inconfortable. Et ça, là, c'est ce que tu as mangé ce midi qui fait en sorte que tu te sens pas bien comme ça. C'est pas agréable, hein? C'est pour ça que nous, on a choisi de changer notre alimentation et la vôtre. C'est pas pour vous punir, c'est pas pour vous enlever quelque chose, c'est juste qu'on est conscient que dans vos défis de santé de votre cerveau à vous, le sucre, ça vous va pas bien. Fait que beaucoup, beaucoup d'enseignements de ce côté-là. Mm. Et je pense aussi quelque part que de la même manière que quand moi j'accompagne, parce que j'accompagne des gens, les gens que j'accompagne sont généralement des gens qui sont en très gros surpoids et qui ont été en gros surpoids toute leur vie malgré une alimentation dite équilibrée. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont quand même bien fait les choses toute leur vie, simplement pas avec les bonnes informations comme d'habitude. Mhm, Et à partir du moment où on explique mhm, ce phénomène de prise de poids lié à la résistance à l'insuline, on leur en a jamais parlé, hein. À partir du moment où on commence à l'évoquer, on enlève de leurs épaules une certaine culpabilité. C'est-à-dire qu'elles sont pas grosses parce qu'elles font mal, ces personnes-là. Elles sont grosses parce qu'elles se nourrissent d'une manière qui correspond pas à leur métabolisme. Et il y a souvent une chape de culpabilité qui tombe. Et j'imagine que bah, chez ton fils aussi, quand il s'est rendu compte que c'était parce qu'il avait mangé un gâteau, qu'il retombait dans cet état d'opposition, j'imagine qu'il y a aussi une culpabilité qui tombe parce que je sais que ces enfants, souvent, sont dans la culpabilité. Je suis pas un enfant gentil, je suis méchant, je suis pas... Hein? oui, je suis Ouais, différent. Lui, il me disait, je suis différent. Je comprends pas pourquoi je suis différent. Parce que pour les autres, ça a l'air simple, puis pour moi, c'est toujours un combat dans la tête. C'est ouais, fou, là. c'est fou. C'est fou. Et tout ça, tu l'as juste déjà en supprimant, bah, comme tu l'as dit, hein, tous les produits transformés.
qui arrive dans une Et boîte ou un sac. C'est ouais, le dès qu'il y a début. moi je dis dès qu'il y a une étiquette nutritionnelle, il faut pas en manger. Ouais. À part quelques exceptions, comme le beurre ou l'huile d'olive. Voilà. Mais bon, a priori, le beurre, t'as pas besoin de lire les ingrédients pour savoir ce Non, qu'il y a dedans. L'huile d'olive, exactement. pareil. Et donc, du coup, on va en arriver à la plus grosse difficulté que toi, tu as rencontrée. Alors, pour toi, pour tes enfants, ou que tu rencontres peut-être avec tes clients, c'est quoi le truc que les gens viennent dire, oh là là, c'est difficile, ou que toi, tu as pensé à un moment donné, oh là là, c'est difficile. Dans ce parcours que tu as fait, après ta révélation, après ce déclic où tu t'es rendu compte de plein de choses pour ta santé, pour la santé de tes enfants, ça a été quoi la plus grosse difficulté à surmonter pour arriver à installer tout ça dans la famille, dans la durée? Mais tu vois, moi, j'en vois plusieurs des difficultés parce que chez la très grande majorité des gens qui me consultent, la plus grande difficulté, c'est de le faire seul dans une famille ou d'être toujours en discussion avec la famille qui habite pas dans la même maison, mais par exemple les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, avec les amis, les L'enfer, c'est collègues, les autres. les autres, les collègues de travail et qui sont tannés de justifier leur position. Des fois, il y a beaucoup de frustration de dire, écoute, avant, je pesais 50, 60 kilos de plus. Vous me voyez à ce moment-là manger du McDo ou manger des trucs vraiment pas santé, puis vous disiez rien. Et maintenant que je mange un steak et une salade, vous me prévenez qu'il y a un risque pour ma santé. Donc, même parfois, il y a de la frustration, mais chez les gens qui me consultent, c'est souvent le fait que manger, c'est une activité sociale qui nous confronte constamment à discuter de nos choix avec les autres. Moi, ça, personnellement, je l'ai pas eu cette difficulté-là parce que dès les premières semaines, les premiers mois, le bienfait intérieur que je vivais, il était tellement plus immensément grand que n'importe qui pourrait dire n'importe quoi, puis d'autant plus que mon savoir me provenait des études scientifiques, alors j'avais pas de doute que de la véracité de l'information que j'avais lue. Oui, Donc, c'est clair. voilà. Tu avais forgé ton intime conviction. Moi, je dis toujours, on a une intime conviction, elle est ancrée profondément, et plus on l'ancre profondément, moins les opinions des autres nous interpellent, en fait, parce qu'on sait ce qui est bon pour nous, on en est intimement convaincu. C'est beaucoup plus compliqué pour des gens qui n'ont pas forcément tout le background scientifique que toi, tu peux Oui. avoir, ou toutes les Et lectures. les Voilà, c'est ça. aptitudes. Oui, exactement. Donc ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet, ce qui est le plus dur chez les enfants, c'est que eux, ils sont vraiment dans un bassin où tout le monde, c'est fou, là, l'alimentation des enfants, là. Puis j'étais un parent comme ça, là. J'étais un parent qui avait pas le temps, fait que j'étais un parent qui avait beaucoup de trucs déjà préparés pour me donner un coup de main, des trucs que je pensais santé, une compote hein, en sachet ou une barre tente, une barre granola, qui c'est plein de grains bon santé. Voilà. De grains bio, une Mais barre granola ouais, bio, bio, bio. voilà, voilà. Donc, il y en avait plein de ça. J'étais la première, hein, puis à ajouter quelques sucreries aussi parce que sinon nos enfants, ils se sentent stigmatisés, ils sont pas pareils comme les autres et tout. Donc, chez les enfants, c'est ce qui est le plus difficile d'être confronté à être différent. Puis maintenant, je vais ajouter le facteur qui, selon moi, est le plus universel. C'est que, indépendamment du fait qu'on trouve sa voie, qu'on se sente infiniment mieux, qu'on renverse des maladies métaboliques liées au style de vie, comme le diabète, parce qu'on peut renverser un diabète de type 2. Chez beaucoup de gens, peut-être pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens, on peut renverser un diabète de type 2 en changeant l'alimentation. Malgré tout ça, euh, il reste toujours
cette propension-là ou cette facilité-là où le cerveau a appris à se récompenser avec de la nourriture Ouais, et que une fois nos objectifs atteints, parfois il nous manque la carotte vers laquelle on oui, court. Et là, on se permet, puis on se dit, bah, aujourd'hui c'est fête, aujourd'hui c'est un anniversaire, c'est spécial, je suis en voyage, je suis en vacances, je suis à tel endroit dans le monde qui est réputé pour tel truc. Et là, on ne se rend pas compte que notre relation complexe avec la nourriture, parce que souvent, c'est ce qui est sous-jacent à une personne qui a développé une maladie chronique liée au style de vie avec l'alimentation, par exemple. ouais. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend pas compte que ça devient très glissant, qu'on peut tomber, qu'on peut glisser pendant plus longtemps que souhaité. Et c'est la raison pour laquelle Evelyne et moi, on s'est formés en dépendance à la nourriture, en addictologie clinique, en relation complexe avec la nourriture pour pouvoir aider les gens qui, après avoir connu de bons moments avec leur alimentation, en harmonie, en accord, avec facilité, que, par exemple, la COVID a été un moment extrêmement difficile pour plusieurs personnes. Moi, présentement, j'ai plein de gens qui me consultent parce qu'ils m'ont dit, écoute, je l'ai faite pendant 2 ans, ça a tellement bien été, et là, je l'ai échappé pour X, Y, Z raisons, dont la COVID fait partie parmi ces raisons-là, et je ne suis plus capable de reprendre le dessus, j'ai besoin d'aide. Ben, Oui, travailler au niveau de la relation complexe avec la nourriture, le circuit de la récompense. Hein, je connais bien le circuit de la récompense, étant donné mes bases de neuroscientifique. Donc, mm, je te dirais que c'est ça le degré de difficulté qui est un peu plus universel chez les gens. Rester dans le train. mm. Mais c'est assez marrant parce que ouais, quand je t'écoute, je sais que j'en ai déjà parlé avec d'autres invités du podcast et clairement, les deux choses qui reviennent le plus souvent, c'est le rapport à l'autre et le rapport à la nourriture. Moi, je sais que c'est des choses que j'essaye vraiment de traiter dans mon programme aussi, c'est-à-dire en ayant des stratégies pour gérer les relations sociales, les occasions sociales, parce que ça se prépare aussi, un dîner au resto, ça se prépare. Absolument, Et de gérer absolument. aussi le regard de l'autre sur soi, de comprendre que c'est jamais un jugement et que voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. J'ai invité dans le podcast, je crois que c'est pour la semaine prochaine, je sais plus, quelqu'un justement qui est spécialiste de l'accompagnement dans le changement. Parce que c'est un Mhm, changement et ça s'accompagne un changement. Et absolument. c'est assez fou parce que tous les invités que j'ai eus jusqu'à maintenant, ils m'ont tous parlé de ces deux difficultés le regard de l'autre, la relation sociale, le jugement de l'autre par rapport à ce qu'on fait et la difficulté de rester constant et persévérant quoi qu'il arrive, parce qu'effectivement, une fois qu'on a atteint ses objectifs de poids, le cerveau oublie très vite la souffrance qu'on avait quand on avait 50 kilos de plus. Absolument. Le cerveau oublie très vite qu'on prenait un traitement pour l'hypertension, qu'on se sentait pitoyable, qu'on avait une glycémie qui explosait. Le cerveau oublie très vite ces désagréments-là et il a tendance à dire, ouais, mais allez, un petit bout de chocolat, c'est Noël. Toujours une Et bonne c'est la raison. porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà, il y a toujours une bonne raison de faire le mauvais choix. Et faire le choix de sa santé métabolique en permanence, bah, c'était Evelyne qui le disait, ça peut constituer une charge mentale et effectivement, il ne faut pas hésiter à se faire aider dans ces moments-là parce que c'est une charge mentale et il faut l'affronter comme telle. Exact. Euh, c'est super cool. Et du coup, là, demain, quelqu'un qui nous écoute, qui a par exemple des enfants qui souffrent de troubles de l'attention, euh, quel conseil très pragmatique, quel le truc à changer là, demain, tout de suite pour commencer à améliorer la vie de ses enfants, sans avoir forcément besoin de se former, de s'informer, de comprendre, mais un truc qui peut tout changer si on le fait tout de suite pour des enfants qui sont en souffrance avec un trouble de l'attention. Retirer tout ce qui est commercial. D'accord. Dès qu'il y a un aliment avec une étiquette, on ne le mange pas. Aussi simple que ça. Tout ce qu'on construit à la maison, tout ce qu'on cuisine à la maison,
c'est déjà un avantage majeur. Évidemment, pas de sucre ajouté, là, ça va de soi. On peut faire des gâteaux maison avec de la farine et du sucre, puis on n'est pas plus avancé, là. Mais éviter ce qui est transformé. La farine, là, Ben, c'est transformé. c'est hautement Mais oui, les gens, transformé. ça, C'est ça, hautement ça me transformé. sidère Mais toujours. Mais les gens se rendent pas compte de tu dis, ça. il faut arrêter les aliments transformés. Oui, mais c'est moi qui ai fait le gâteau. Oui, mais c'est pas toi qui es allé cueillir le blé. Ah, mais au-delà de ça, Sophie, si tu me permets, le- on mange que ce qui est comestible. Personne, aucun humain ne peut manger une branche de blé dans un champ. Impossible. Indigeste. On n'a pas ce qu'il faut. Même les ruminants qui vont manger du blé ont 4 estomacs avec des bactéries particulières pour faire la fermentation, pour réussir à briser la structure cellulose. Donc, c'est indigeste. On l'a tellement hautement transformé pour le rendre digeste. Perdez pas ça de vue, c'est hautement transformé la farine. Même s'il y a un seul ingrédient, du blé. Oui, ben, un seul ingrédient, farine de blé. Oui, mais transformé. Et pareil pour le sucre. Le sucre, c'est pas un ingrédient qu'on trouve dans la nature. Le sucre de table qu'on met dans ces bons gâteaux maison, c'est moitié saccharose, moitié fructose. C'est tiré avec des processus industriels de la canne ou de la betterave. Ça n'est pas quelque chose de non transformé. Le sucre aussi est transformé. Donc Absolument. effectivement, le conseil d'arrêter tout ce qui est transformé, ça veut dire revenir. Moi, je me souviens, le nutritionniste qui m'a accompagnée il y a 18 ans dans ma perte de poids, puisque ça a été le premier nutritionniste que j'ai rencontré qui m'a parlé de cétose, qui m'a parlé de réduction des glucides et qui m'a permis de perdre 40 kilos en 2 ans. Alors, il est malheureusement décédé depuis, parce que il est décédé 2 ans après notre rencontre. Mais il disait toujours, si un aliment a une étiquette, vous ne le mettez pas dans votre caddie. C'est très simple. C'est très simple. Et c'est ça, quand j'achète des poireaux, il n'y a pas d'étiquette dessus. Quand j'achète du steak, il n'y a pas d'étiquette dessus. J'ai pas besoin de lire la liste des ingrédients pour savoir ce que c'est. Et si on commençait tous, mais pas seulement d'ailleurs les enfants avec un trouble de l'attention, hein, si on commençait tous à faire ça, ben on s'en reporterait beaucoup mieux. Malheureusement, c'est pas du tout la tendance du marketing actuel. Non, tu as parfaitement raison. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils, Sophie. C'était un plaisir de parler avec toi. Alors, on va encore me faire la remarque que j'ai encore des invités québécois avec un accent charmant. Il faut savoir, j'en parlais avec mon mari hier. C'est très compliqué de trouver des experts francophones sur le sujet. Oui, oui, je suis d'accord. Si tu as des gens, si tu as des gens dans tes contacts qui sont francophones et avec lesquels tu penses que je pourrais parler de nutrition, de santé métabolique pendant mon podcast, je prends volontiers parce que c'est vrai que ça manque beaucoup en France des experts sur ces domaines-là. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi, Sophie. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation, avec grand plaisir. À très bientôt, je l'espère. À bientôt, Sophie. C'est tout pour cet épisode. Je mets dans la description les liens vers le site internet de Sophie et le podcast qu'elle co-anime avec Evelyne Bourdieu-Roy, ainsi que les références complètes du livre Ces glucides qui menacent notre cerveau. On se retrouve très vite pour un nouvel intervenant passionnant dans Parcours de santé. N'oublie pas de t'abonner et merci pour ton écoute.